l'effort de venir, et nous sommes ici au niveau de la faculté d'architecture et d'urbanisme. J'espère qu'un jour, au niveau de l'INATA, pour ceux qui sont de l'INATA, on puisse avoir une salle aussi belle et aussi grande à l'INATA pour pouvoir faire des activités de ce genre. Mais tant qu'il y a des personnes hospitalières, comme Madame la doyenne de la faculté, eh bien, on continuera à venir ici autant de fois qu'elle voudra. Et je lui passe la parole, puisque c'est la maîtresse des lieux. Professeur, je dirais que vous avez maintenant un recteur qui nous a beaucoup aidé à améliorer la qualité de nos espaces. Et je suis sûre qu'il fera la même chose avec vous. Donc il suffit de demander. Vous nous l'avez cédé ou bien on nous l'a envoyé? On vous l'a envoyé, mais il fera beaucoup de choses avec vous. Inch'Allah. Voilà. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur de l'Institut GTU, chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes, distingués invités en vos rangs et qualités, bonjour. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mon réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui, de vous souhaiter la bienvenue à la faculté d'architecture et d'urbanisme. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous pour l'ouverture de ce séminaire dédié à la résilience alimentaire urbaine face aux défis du changement climatique. Séminaire organisé par le laboratoire de recherche, alimentation, nutrition et santé en collaboration avec l'Université Constantine III. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs de cet événement, ainsi que les participants chercheurs qui ont fait le déplacement pour être présents ici parmi nous. Ce séminaire fait suite à des journées scientifiques que notre faculté a abritées depuis la fin octobre de cette année jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une conférence internationale sur la transition énergétique et l'environnement le 29 et le 30 octobre, puis qui a été suivie par un colloque international sur les villes méditerranéennes face aux risques énergétiques et sanitaires, et aussi la célébration de la journée mondiale de l'urbanisme le 8 novembre. C'était une journée dédiée à la reconnaissance de l'apport de l'urbanisme dans le développement de nos espaces urbains, de nos villes et de notre qualité de vie. Ça a été des occasions réussies qui ont rassemblé des experts, des chercheurs, des universitaires et des étudiants afin de débattre des questions importantes et d'échanger leurs connaissances autour d'une thématique qui nous concerne tous et qui nous réunit aujourd'hui, c'était le changement climatique. C'était la thématique commune aux différentes rencontres scientifiques. Le projet international Résilience alimentaire urbaine face au défi du changement climatique d'Urban Force aborde la question alimentaire dans les villes africaines, mais en traitant l'interaction entre l'urbanisation rapide, le changement climatique et tout le système et nos systèmes alimentaires. Mesdames et messieurs, en ces temps de croissance démographique rapide, de changement climatique, nous sommes confrontés à une situation où les terres cultivables disponibles sont très réduites, tandis que la demande alimentaire ne cesse d'augmenter. Avec une population mondiale en constante augmentation, il est devenu nécessaire de réfléchir sérieusement sur la manière dont nous allons utiliser ces terres agricoles pour nourrir les générations présentes et futures. Vous avez tous constaté que l'urbanisation croissante et l'expansion de nos zones industrielles ont conduit à une diminution des terres disponibles pour l'agriculture. De vastes espaces, jadis dédiés à la culture des aliments, à l'agriculture, sont maintenant bétonnés, réduisant ainsi notre capacité de production alimentaire avec toute la complicité des propriétaires fonciers, des pouvoirs publics et des urbanistes qui élaborent au moment de l'élaboration des PDAU et des schémas directeurs de nos villes. Cette situation critique, elle s'aggrave avec le changement climatique, avec la rareté des ressources naturelles, la rareté de la pluie,
Donc il est aujourd'hui urgent de repenser notre rapport à cette terre, à l'usage donc du foncier dans nos villes. Cette problématique doit inciter la communauté universitaire à repenser notre système alimentaire et à promouvoir la résilience au sein de nos villes. Mesdames et messieurs, nous sommes ici réunis pour échanger nos expériences, répondre aux défis de la sécurité alimentaire auxquels nous sommes confrontés, essayer de comprendre et de trouver aussi des solutions, de répondre. Comment pouvons-nous contribuer à renforcer l'autonomie alimentaire et comment créer des villes résilientes? Je pense que le séminaire d'aujourd'hui nous tracera quelques pistes. C'est un séminaire qui nous aidera à répondre à des questions, à des problématiques par rapport à des problématiques posées par nos doctorants, par nos urbanistes, mais aussi posées par vous, donc vous qui venez donc, de l'Institut de l'INATA, je dirais, mais c'est aussi le séminaire, aussi des occasions pour faire des liens, pour créer des réseaux. Créer des réseaux et envisager des problématiques nouvelles à nos doctorants. Je vous souhaite encore une fois, je réitère mes souhaits donc à tous ceux qui sont ici présents et qui ont rendu cet événement réel et palpable. Et donc je vous souhaite une bonne journée et un bon séminaire qui sera riche, Inch'Allah. Voilà, merci de votre attention. Merci madame. Je crois que je n'ai rien à rajouter. Tout ce que nous avons à dire, on le dira à travers nos communications et puis à travers les échanges et la discussion qu'on aura tout à l'heure. Et je crois que très vite, nous avons entamé par l'intervention de Frédéric Lançon. Alors ce que je demanderai, c'est de demander à tous les intervenants au moins de se présenter. Peut-être que par quelques mots, d'où ils viennent et quels sont plutôt leurs centres d'intérêt scientifique. Globalement, au moins de 60 secondes. C'est plus important qu'une minute, parce que le chiffre est quand même plus court. Voilà, merci beaucoup madame, mais vous pouvez rester avec nous. Je cède la présidence de la maison à Wassir. Moi, je mets mes... Ah oui, je descends. C'est un petit peu, disons, le cadre dans lequel j'ai évolué au niveau des études de recherche
travaux qui sont en relation directe avec la thématique du projet Manfos que l'on conduit et qui pourrait être intéressant, je pense, pour un auditoire de chercheurs, d'étudiants, qui sont des documents. Alors, bon, il y aura des liens qui seront mis sur la présentation, je pense qu'ils seront circulés après. Vous avez tout un ensemble de documentation, de méthodes qui ont été mises au point pour traiter de ces questions, alimentation, organisation et dynamique et changement dans la sécurité alimentaire. Alors, je vais commencer par une première la présentation très rapide, parce que bon, ça n'a pas beaucoup de temps, mais disons, c'est pour ouvrir et mettre, disons, ces outils-là en exergue. Et puis après, je vous donne la parole à Oscar qui a traité des questions d'agriculture urbaine, et je reviendrai après sur un autre outil qu'on a développé plus récemment. Alors, ce premier outil, c'est la prospective Agrimentera. Alors, c'est une étude prospective qui a été lancée par l'INRAE, donc l'Institut national de recherche agronomique français, avec le CIRAC. L'INRAE est donc plutôt en mandat sur la France et disons les agricultures au niveau international des pays dirons, des pays plus industrialisés, les grands pays agricoles, alors que le CIRAC travaille essentiellement dans son mandat sur les pays du sud global, que ce soit en Asie, en Amérique latine, etc. Et c'est un travail de réflexion qui avait été initié par les directions scientifiques du CIRAC et de l'INRA à partir des années 2005-2006, qui s'est vraiment formalisé après le travail a commencé vraiment en 2008-2009. 2008, vous savez, c'est une des dernières grandes crises alimentaires qui ont marqué le paysage au niveau des enjeux alimentaires, et donc avec une hausse des prix très forte sur les principales céréales. Et donc, il y a eu une volonté de la part des équipes de direction scientifique de ces établissements d'essayer d'avoir une meilleure compréhension des enjeux entre, d'un côté, l'enjeu de la croissance de la demande alimentaire, ce qui était traité par la doyenne juste avant, et puis, disons, la question des ressources en terre. Donc, on a construit une prospective. Une prospective, c'est en fait une réflexion où on va imaginer des futurs possibles, mais le jeu n'est pas de deviner, c'est pas une boule de cristal. L'enjeu, c'est à travers la construction de scénarios d'évolution possibles sur une thématique, qui est celle des relations entre ressources foncières pour l'agriculture et l'évolution des systèmes alimentaires. Donc, de voir un petit peu, en faisant ce travail de projection, quels sont les chemins possibles et d'avoir une analyse sur le présent, en fait. Ce qui est intéressant dans l'étude prospective, c'est pas de se donner un programme, de trouver le meilleur scénario, on va revenir sur les scénarios qu'on a identifiés, mais c'est à travers un travail de réflexion, de voir comment s'articulent différents facteurs qui vont permettre de comprendre la complexité de ces interactions entre ressources naturelles, terre et évolution des systèmes alimentaires. C'est un processus qui repose essentiellement sur les connaissances des chercheurs, des experts. C'est-à-dire que ce n'est pas un processus disons, de traitement de données, même si on a une partie quantitative de cet exercice-là, ce qui en fait l'originalité. C'est, disons, un travail où chacun apporte sa connaissance, et c'est donc un processus, par définition, pluridisciplinaire, je dirais même entre chercheurs et autres catégories d'acteurs du système alimentaire. On a eu des interactions avec des entreprises, avec des administrations, etc. Et donc ça se fait sur un processus de concertation avec plusieurs groupes de travail. Donc j'étais en relation avec un collègue de l'INRA sur un groupe de travail sur relations ville-campagne et système alimentaire, puisqu'on sait que les enjeux de structuration de structures urbaines vont avoir des impacts à la fois sur les comportements alimentaires, sur les stratégies des ménages en termes d'alimentation, l'évolution du régime alimentaire, et aussi sur, effectivement, je vais l'expliquer, sur l'utilisation de l'espace et comment on peut mobiliser, marginaliser, mettre en recul certains espaces qui peuvent de forte productivité, etc. Donc on a fait ces équipes-là, on a fait un travail pendant 3-4 ans avec plusieurs phases de concertation. Et en même temps, c'était l'originalité de ce travail, le CIRAC avait développé avant le début de Agrimentera une première version, un modèle biophysique d'équilibre des ressources et des emplois au niveau alimentaire. C'est
arriver. Donc c'est ce genre de mécanisme que le modèle, en fait c'est un modèle de bilan, en fait c'est pas de la programmation mathématique, mais c'est un modèle qui permet de mettre en cohérence un certain nombre de tendances et de voir comment ça se traduit. Si par exemple on augmente de 20% la consommation de tel type d'aliment, quelles sont les implications en termes de superficie. Donc c'est pas un modèle d'optimisation, mais ça permet quand même de mesurer les effets. C'est intéressant quand même, parce que derrière la prospective, c'est toujours, on verra plutôt un résultat de narration, de scénario qu'on construit, et c'est intéressant d'avoir ce calage avec des données un peu plus, je dirais, quantitatives. Alors, sans vouloir prendre trop de temps, voilà, je sais que ce sera très difficile à lire, on fera circuler la présentation, et puis vous avez tout un ensemble de publications qui ont été faites, j'ai donc le lien du site avec les approches méthodologiques et puis des documents par thématique. Mais disons que, en fait, le jeu de ces 3 années de discussion sur une 50aine d'experts, voire plus, c'était d'identifier un certain nombre de paramètres. Donc on a d'abord caractérisé ce qu'on appelle le contexte global, donc voir quelle était, disons, l'évolution qu'on pouvait se donner sur le contexte mondial, donc entre, disons, un monde qui allait vers plus de régulation, de cohérence, ou au contraire, un monde qui aurait plus de fragmentation. On avait par exemple aussi pris en compte la possibilité d'une régionalisation, c'est quelque chose que l'on voit avec ce qu'on appelle la multipolarisation des dynamiques globales, avec des échanges qui se régionalisent de plus en plus par rapport à des échanges plus à l'échelle globale. Et puis ensuite, on avait bien sûr une variable sur le changement climatique, qui a été une variable, disons, structurelle de ces environnements qu'on se donne avec, disons, soit un réchauffement maîtrisé ou plutôt un réchauffement accéléré. Ensuite, on avait toute une réflexion sur le type de régime alimentaire tel qu'il pouvait se développer, entre des régimes alimentaires extrêmement orientés sur de l'ultra-transformé, sur le processus agroalimentaire, versus des régimes alimentaires plus diversifiés, plus localisés. On avait ensuite tout un travail sur les questions de relations urbain-rural, entre des dynamiques de métropolisation, il y avait de plus en plus, disons, comme dominantes, versus des processus de recomposition des territoires avec l'enjeu des centres urbains secondaires, et c'est ce qui m'a amené après à être, disons, impliqué dans le projet Urban Force, c'est là où je fais un lien rapide. Enfin, l'enjeu, c'est vraiment de voir en quoi les aventures urbaines sont des outils de résolution de cette équation entre la disponibilité, la création d'aliments et leur utilisation. Ensuite, on avait toute une batterie de groupes de travaux qui ont traité des possibles évolutions des structures agricoles, avec d'un côté des structures beaucoup plus à intensité capitalistique, de l'autre côté des processus disons, plus diversifiés, avec de l'articulation entre production animale et production végétale. On avait tout un pan sur les systèmes d'élevage, parce que ça a été un des enjeux importants de la prospective. C'était pas une nouveauté, mais on essaie de contextualiser. Encore une fois, ce travail n'est pas un travail de création de données originales, c'est un travail de mise en commun de différentes connaissances. Et ce qui est apparu clairement par la construction de ces discussions, de ces mises en commun de scénarios, c'est que la question de l'alimentation et de l'utilisation de protéines animales est vraiment un élément pivot dans les possibilités d'évolution des systèmes alimentaires à l'échelle globale. Et ensuite, on avait, de manière identique, un travail sur les systèmes de culture en essayant de comprendre quelles étaient les implications entre des arbitrages, entre par exemple intensifier avec l'utilisation disons, d'engrais minéraux à intensité qui permettent de libérer, on a cet arbitrage, on intensifie sur l'unité de sol, l'unité de superficie, la production pour, disons, réduire l'emprise foncière de l'agriculture versus des systèmes de production moins lignés qui vont se traduire par une meilleure gestion du sol et donc une plus grande durabilité, mais avec des
changement des structures, etc., et des articulations entre ces différentes dimensions. Donc là, on est vraiment sur l'évolution dominante des systèmes alimentaires, avec de plus en plus de transformation industrielle, des systèmes d'élevage intensif, et derrière, quand même, l'idée d'une crise quand même qui se profile sur les enjeux de durabilité des systèmes de culture, puisque dans beaucoup d'endroits du monde, on voit que les rendements sont en train de plafonner, et que donc cette voie-là, on sait qu'elle va mener dans les impasses. L'idée n'est pas de donner ici des solutions, mais c'est de donner des trajectoires possibles, de façon à ce que, pour un institut de recherche comme CIRAD, on a partagé avec beaucoup d'autres acteurs de la recherche en France, de voir un peu quelles sont les thématiques sur lesquelles la recherche va compter pour anticiper et avoir les moyens de répondre à ces défis. Donc on avait un scénario de métropolisation, un scénario de régionalisation, qui faisait l'hypothèse qu'on aurait de plus en plus d'interactions. Alors quand on dit régionalisation, ce n'est pas infranational, mais c'est plutôt des groupes de pays donc vous voyez sur l'Asie du Sud-Est, il y a des spécialisations régionales qui se dessinent. Un scénario ménage qui serait, disons, une façon de répondre aux enjeux alimentaires par des stratégies de ménage qui iraient vers de la multilocalisation. On parle beaucoup des stratégies d'accès à des ressources alimentaires par la migration. On va voir que c'est un enjeu important dans les systèmes alimentaires de plus en plus. La migration comme à la fois accès à des revenus et donc à des capacités de s'approvisionner, mais aussi comme vecteur de changement des comportements par l'exposition de la façon de consommer, et aussi à de nouvelles formes de demande, parce que derrière la migration, il y a aussi des enjeux sociaux, des formes d'organisation d'espace urbains en particulier, qui vont entraîner des évolutions des systèmes alimentaires. Et puis on a eu deux autres scénarios, qui étaient le scénario qu'on a appelé régime 5, qui est un peu, disons, on avait le scénario de métropolisation, qui était le scénario qui, disons, était un peu l'évolution tendancielle, ce qu'on appelle les processus de globalisation, tel qu'on les décrit depuis une trentaine d'années, et versus le scénario qui serait un peu le scénario du meilleur futur possible, avec justement là la mise en exergue de la capacité des ménages à modifier leur comportement alimentaire et surtout à réduire la consommation de protéines animales et de revenir à des régimes plus équilibrés, plus effectivement tout un ensemble de pratiques alimentaires qui favorisent des processus de production et de circulation des aliments qui sont beaucoup moins impactants pour l'environnement et donc capables de répondre à la fois à des enjeux de croissance démographique et de meilleur équilibre avec l'utilisation des ressources. Donc avec ici, au niveau urbain, on voit dans ces scénarios quand même le maintien des processus de métropolisation, parce que très souvent, la capacité à changer ces modes alimentaires et ces régimes alimentaires, ce qu'on dit, c'est que finalement, c'est dans les lieux urbains que finalement les capacités d'incitation à modifier ces comportements sont peut-être plus importantes, paradoxalement, que dans des régions disons, sur des ménages qui sont sur des territoires plus marginaux, plus éloignés. Et là aussi, il y a aussi une amélioration des relations, de l'intégration des espaces urbains dans les systèmes alimentaires par le développement d'une culture périurbaine plus adaptée, etc. Donc des choses de ce type-là qui étaient évoquées dans les séminaires qu'on a eu sur la construction de ces scénarios. Le dernier scénario, c'est un scénario, disons, plus de fragmentation autour de communautés. On aurait plutôt un scénario de crise, où on aurait des processus de marginalisation, de régions, ou je dirais communautés dans le sens de réseaux de consommateurs, producteurs, qui s'organiseraient par des formes de réseaux sociaux qui pouvoir en même temps à la consommation, à la production, à la consommation, organiserait la circulation des biens alimentaires de manière très
pour finir là-dessus, et après je me forcerai à répondre à votre question, sachant qu'on parle, donc là j'avais repris les 4 scénarios avec quelques détails sur le scénario de métropolisation, régionalisation, qui sont les 2 scénarios sur lesquels on a le plus discuté. Le scénario régime sort, c'est un peu disons l'idéal qu'on s'est construit, en disant voilà quelle serait une trajectoire idéale possible qui permettrait de rendre compatible une croissance, un meilleur équilibre alimentaire, sans aller vers les effets de crise qui sont anticipables sur la question de la métropolisation. Je vais juste finir ici par ce tableau qui représente la transcription de ces scénarios en termes quantitatifs. C'était une des originalités de cet exercice prospectif, car très souvent la prospective, ce n'est pas de la projection, ce n'est pas des modèles économétriques, ce n'est pas des modèles mathématiques, comme je disais, c'est vraiment de la réflexion, de la mise en cohérence de différentes perspectives, de différentes pensées ou disons, prises de position par des chercheurs de différentes narrations. Là, on a essayé quand même d'avoir un travail de mise en cohérence quantitative. Donc, on avait fait des simulations. C'est pas des projections, ce sont des simulations sur les effets si on pousse la métropolisation au maximum. Et on voit que donc, on avait, disons, donc on avait ces 4 scénarios. On l'a fait sur les 4 scénarios. Donc, simplement pour mettre en exergue, on avait les superficies agricoles totales correspondant à l'évolution à ces demandes-là, les surfaces arables en culture permanente, tout ce qui est agroforesterie, etc., production de puis les surfaces en prairie permanente et partout, puisque dans l'équation alimentaire, vu qu'on avait mis en exergue les travaux antérieurs qui avaient été faits par Nicolas Ducirat, le rôle pivot de la consommation de protéines animales dans cette équation ressources et emploi au niveau global. Donc on avait en gros ces histoires de parcours, puisque c'est une des stratégies possibles de production de protéines animales avec sensibilisation des zones de pâturage, etc. Donc on avait simplement, on voyait très clairement que ici, le scénario de métropolisation se traduit par une croissance d'emprise foncière très très forte pour arriver à boucler, disons, la ressource avec la demande. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est possible, mais ça veut dire que voilà, ça se traduit, toutes choses égales par ailleurs. Hein. On est sur des systèmes relativement, disons, assez. Oui, c'est la ressource en cause, c'est des bilans alimentaires. Il faudrait que donc les superficies utilisées augmentent de 27% pour que ce scénario-là soit possible. Alors qu'effectivement, si justement une trace qu'on passe ici sur le scénario sain, on a une modification des comportements alimentaires. On ne dit pas comment on va les modifier, mais si on fait l'hypothèse que progressivement, par le jeu des prix, par le jeu des contraintes, par le jeu aussi de la volonté des acteurs de modifier leur comportement pour répondre à des enjeux perçus comme étant, disons, importants, type de réchauffement climatique, il y a de la sécheresse récurrente, etc. Et progressivement, les acteurs vont intégrer ça dans leur comportement. Et l'on voit que l'impact sur la demande en foncier est beaucoup plus faible. Donc, ce que vous voulez dire à la perspective, c'est qu'il y a des chemins qui ouvrent des possibilités qui peuvent, disons, être compatibles avec les contraintes que je montre ici, et d'autres chemins qui, au contraire, aller vers des situations de tension de plus en plus fortes. Donc, il n'y a pas de. Disons, dans les on ne cherche pas à trouver. C'est pas la programmation, c'est pas de la stratégie qu'on met en place, mais c'est bien en amont, c'est une réflexion collective. Et c'est vrai que ça a amené quand même, par exemple, dans un institut comme l'autre, le fait de prendre la question alimentaire vraiment d'une manière assez différente des années précédentes, où nous on était, disons, moi je suis économiste, donc l'agronomie, je ne connais pas beaucoup de choses de l'agronomie, mais enfin, on était là en appui à des travaux dont l'objectif était de l'augmentation de la production, tout en respectant l'environnement, etc. Et là, maintenant, on est quand même dans des organisations de la recherche, dans des thématiques où l'alimentation est vraiment vue comme une intégration entre différentes disciplines et des problématiques qui vont bien au-delà de la simple production de stock. Voilà, je vais en finir là pour moi, puis je présenterai après un deuxième travail qui est un peu plus pratique, qui est justement plus orienté vers de la mise en place de stratégies au niveau des politiques publiques. Je vous remercie.
ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Sylvain Turna, je suis architecte urbaniste. Je m'intéresse donc je travaille sur le foncier et les stratégies d'acteurs. Et depuis quelques années, les recherches ont évolué vers les relations entre ville et agriculture, le lien de l'agriculture. J'ai beaucoup travaillé sur l'agriculture urbaine à l'échelle nationale et internationale. Et maintenant, je suis plus portée sur l'impact des changements climatiques sur l'évolution des relations entre l'humain et l'agriculture. Donc, mon intervention se intitulée l'agriculture urbaine et planification, un enjeu pour la sécurité alimentaire, et à travers le cadre de la ville de Constantine. Donc, elle est structurée comme suit. Donc, il y aura une introduction. On va parler de l'agriculture dans la planification urbaine en Algérie. L'agriculture urbaine vue par les acteurs de la planification. Et après, la responsable de la ville de Constantine. Donc, comme vous le savez, l'agriculture urbaine est maintenant considérée comme une des stratégies préconisées par les instances internationales pour faire face au changement climatique. Ces recherches scientifiques à travers le monde et les expériences ont prouvé ces avantages aussi bien pour la durabilité de la ville et pour la sécurité alimentaire. Donc les avantages de l'agriculture urbaine ne sont plus à démontrer. Elle contribue à la sécurité alimentaire, permet d'accroître la durabilité de l'environnement en réduisant l'empreinte carbone et offre des espaces verts permettant d'améliorer la qualité des environnements urbains et réduit l'effet de niveau de chaleur. Donc l'agriculture urbaine maintenant est un élément très important. Donc la littérature foisonne là-dessus, mais bon, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les institutions sont toujours réticentes à intégrer l'agriculture au niveau des documents de planification et essentiellement dans les pays sous-développés. Les principaux arguments de ce manque de reconnaissance, c'est l'hygiène, la bonne utilisation de l'espace urbain. Certains affirment même que l'agriculture urbaine ne contribue que de manière insignifiante dans la production alimentaire totale. Indépendamment des divergences d'opinion sur la place de l'agriculture urbaine, celle-ci est toujours en plein essor dans le monde et contribue à réduire la pauvreté et assurer la survie de plus de 800 millions de personnes, dont 200 millions sont des agriculteurs urbains. Donc, on va voir pour le cas de l'Algérie, donc l'agriculture urbaine en Algérie et la planification urbaine. Donc, l'Algérie, la planification urbaine pour l'Algérie, elle est régie par deux documents majeurs qui sont le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des espaces. C'est des instruments qui orientent le développement, par exemple pour le PDAU, un instrument légal et obligatoire qui gère la planification spatiale et détermine les prévisions d'urbanisme et les règles d'occupation. Il fixe les orientations fondamentales et l'aménagement du territoire. Quant au plan d'occupation des sols, il s'agit d'un plan de l'État. Il se situe au dernier niveau du processus de planification urbaine. Il dépend des orientations de prescription du taux. Il définit les droits d'utilisation de sol et de construction de parcelles. Ces deux documents ont été instaurés par la loi 90-29, c'est-à-dire à partir de 1990. C'est les deux documents qui orientent le développement. Or, c'est-à-dire ces documents ont été moulés ont épousé la logique des anciens plans d'urbanisme, c'est-à-dire les PUD, le zonage réglementaire imposé et vont mettre encore une fois l'agriculture sous l'angle restreint de préservation. C'est-à-dire qu'au niveau des documents d'urbanisme, aussi bien dans l'OCTO et le POS, le zonage réglementaire impose que ces espaces soient des espaces à préserver. Aucun projet agricole n'est mis à jour au niveau des instruments et l'agriculture devient un élément secondaire par rapport à laquelle de construire l'emporte à chaque fois et à chaque fois ces espaces deviennent des réserves foncières pour une urbanisation future.
d'une étude, d'une thèse en cours d'élaboration. On voulait savoir, on a fait des enquêtes auprès des acteurs de la planification. On voulait savoir à quel point comprendre, à quel point ces acteurs pouvaient prendre en charge l'agriculture dans le processus de planification. Donc des enquêtes ont été, des entretiens sur les directives ont été menés en juin 2022 auprès de 7 organismes publics impliqués de près dans la mise en œuvre des instruments d'urbanisme, c'est-à-dire le PDAU et l'EPOS. Donc ces entretiens, l'objectif recherché était en premier lieu de comprendre la posture de ces acteurs publics de la ville vis-à-vis de l'agriculture urbaine. En deuxième lieu, d'identifier les facteurs clés qui entravent la prise en compte de l'agriculture urbaine dans les plans d'urbanisme et dans les plans d'aménagement d'urbanisme et qui demeurent comme des documents qui gèrent plus l'urbanisation que le volet agricole. Donc ces entretiens qui ont été très révélateurs de certaines réalités. Donc les acteurs de planification semblent approuver l'idée qu'une potentielle intégration de l'agriculture urbaine dans le processus de planification. Donc on avait plus de 71% des acteurs, des réponses recueillies auprès des acteurs. Donc ils étaient favorables et considèrent effectivement que celle-ci peut être un élément de développement de la ville, particulièrement sur le plan environnemental, social et économique. Elle peut être un support de la biodiversité, donc on avait 83% des acteurs interviewés considéraient qu'elle pourrait favoriser, qu'elle pourrait être le support de la biodiversité, favorisant l'intégration de l'élément vert dans la ville et permettre une exploitation des vides urbains. Donc cette adhésion des acteurs publics nous a poussé quand même à nous interviewer avec ces acteurs et leur poser des questions relatives aux facteurs entravant la prise en compte de l'agriculture urbaine. Les réponses étaient claires, donc la majorité des acteurs remettaient en question bien sûr les structures fonctionnalistes qui finalement ne permettaient pas ni de préserver l'agriculture urbaine, ni de préserver l'agriculture à l'extérieur de la ville. La pression de l'urbanisation, donc de vient de construire et les plus avaient entré en Algérie depuis l'indépendance, donc l'Algérie devait construire vite, construire beaucoup de logements, devait répondre à une crise de logement qui ne cesse d'augmenter, donc on est là à satisfaire ce besoin et les terres agricoles sont généralement soumis à la pression de l'urbanisation et c'est l'urbanisation qui l'emporte à chaque fois. Les prix et la disponibilité du foncier urbain, en effet, le foncier est un élément très important pour la mise en œuvre de la politique d'intégration de l'agriculture urbaine. Or, à partir de 1990, la loi d'orientation foncière a remis parmi ces orientations, c'est la restitution des terres agricoles aux anciens propriétaires qui ont été expropriés pendant la colonisation. Cette restitution des terres, c'est-à-dire selon une étude, j'ai travaillé dessus lors de ma thèse de doctorat, a favorisé l'urbanisation des terres. C'est-à-dire que ces propriétaires ont récupéré leurs terres agricoles, pas dans l'objectif de développer leur activité agricole, parce que c'est des terres d'argent qui sont situées dans le bas, mais plutôt pour les lotir et les vendre en tant que lotissement. Et j'avais démontré lors de ma thèse que plus de 70% des lotissements ici qui sont créés au niveau de la ville de Constantine, ça a été créé par des propriétaires fonciers privés qui étaient à l'origine des agriculteurs. Il y a le caractère indivisible de propriété foncière et aussi il y a l'accès à l'eau qui entrave, selon notre étude, nos interviews, la prise en compte de l'agriculture urbaine dans les outils de planification. Donc, cette enquête, donc, on va voir pour le cas de Constantine. Donc, Constantine est quand même, c'est la 4e ville ou la 3e ville du pays. C'est une ville qui a été toujours attractive
qui a vu sa surface urbaine augmenter, gonfler, son périmètre urbain va croître de manière considérable. Donc à partir de 62, elle va connaître entre 62 et 66 le taux d'accroissement le plus important à l'échelle nationale dû à l'effort rural, la commune, la région. Donc cette ville va connaître sur le plan de planification les premiers plans d'urbanisme. On citera le PIB de 74, le PIB de 82, qui va faire, qui vont être les premiers documents d'aménagement qui vont favoriser l'émiettement de l'espace agricole et la consommation des espaces agricoles. En effet, quand vous le voyez au niveau de la carte, donc ce qui est en gris, c'est les Constantine la Lumière, et les PIB de 82 et de 74 vont opter pour une politique de report de croissance sur les villes satellites. Donc on a des 4 villes satellites, on a Flour, Hamad-Zigan, Dibouchoura, Al-Smara. Cette option va être appuyée par le PIB de 82. Donc tous les espaces agricoles qui étaient situés dans l'espace périurbain de Constantine vont être, si vous voulez, mis en otage, je vais le reprendre dans ma prochaine diapo, dans un espace entouré par 5 pôles globaux. Donc cette carte, je voulais vous montrer, donc une carte qui a été élaborée lors d'un projet international d'or où j'ai pris part en 2011, donc qui retrace comment l'espace urbain a été limité dans la région de Constantine entre 87 et 2011. Donc on voit très bien comment l'urbanisation a complètement embêté l'espace agricole et la consommation importante des espaces agricoles par l'urbanisation. À partir de 90, donc il y a eu l'instauration des nouveaux instruments d'urbanisme et on pensait que les choses allaient changer. Mais finalement, les lieux d'eau et les postes instaurés par la loi 90 sont moulés dans les anciens PID. Et le zonage monofonctionnaliste va être retenu par le PDO. Donc le PDO de 92 va être élaboré, puis il va être révisé en 2008, puis il va être approuvé en 2018. Donc le PDO, donc voilà une carte qui fait ressortir un petit peu ce que le PDO avait préconisé pour Constantine. Donc on voit la tache noire, c'est Constantine, et les espaces urbains qui sont tout autour. Donc on a la ville nouvelle, on a Smara, on a Flour. Constantine, c'est les espaces exclus, ce qu'on appelle les secteurs urbanisés. Ce qui est en bleu ciel ou en sion, c'est les secteurs, ce qu'ils appellent les secteurs à urbanisation future et les secteurs à urbanisation à moyen terme. Donc on voit très bien comment ces espaces agricoles intégrés au niveau du groupement urbain vont être mis en otage entre les espaces, les centres urbains. Donc l'agriculture urbaine prise en otage entre 5 moyens urbains et va être encore une fois soumise aux stratégies spéculatives des propriétés du foncier. Donc cette carte est très représentative. Donc elle a été élaborée en 2008 lors de l'élaboration du PDO, c'est-à-dire, vous voyez, où 45 propriétaires. Donc il y a les extensions en bleu du PDO 2008 et il y a ce qui est au marron et en orange, c'est les terrains agricoles privés en attente d'intégration. Le chiffre peut paraître difficile à voir, mais 45 propriétaires étaient à la demande d'intégration de leur propriété au niveau du plan avant son approbation. Et si vous vous souvenez bien, dans la diapo précédente, entre le PDO a été élaboré en 2008 et a été approuvé en 2018. Donc 10 ans entre la date de réalisation du PDO et la date d'approbation. Et c'est dû aux pressions aux pressions des propriétaires fonciers qui voulaient à tout prix intégrer leur terrain au niveau de cet instrument. Bon, après l'approbation, le résultat final, c'est que leurs terres n'ont pas été intégrés. Il y a eu 2 ou 3 propriétaires qui ont eu l'aval de l'administration, mais je suis sûre, vu ce qu'on a vu dans les années précédentes, les autres vont
la troisième communication, ensuite on fait une discussion. Après avoir présenté donc, ce premier outil qui a été développé en perspective, qui a été utilisé, je vais vous présenter quelque chose qui a été développé par CIRAD plus récemment. C'est un travail qui a été initié en fait par une demande de l'Union européenne. L'Union européenne a un volet de travail sur l'aide au développement, la direction générale qui s'appelle International Partnership. Et cette direction générale a, disons, la gestion du budget de toute l'aide publique au développement que l'Europe livre dans tous les pays à travers le monde. Et dans cette division, de plus en plus, c'est monté, alors c'était suite à la crise de 2008, et la question alimentaire est devenue de plus en plus importante. Et ce que souhaitait avoir l'Union européenne, c'était des outils de diagnostic qui permettent de faire un état des lieux sur les questions alimentaires, sur la structuration du système alimentaire et les dynamiques qui pouvaient être identifiées dans l'évolution de ces systèmes-là pour définir après des programmes de priorité en termes d'appui au développement avec les partenaires nationaux. Donc, dans ce contexte-là, les collègues du CIRAD, enfin, le CIRAD est sollicité, c'est une recherche d'Olivier, donc qui est Louisa, qui a été chargé de mettre au point une méthode en concertation avec quelques personnes de l'Union européenne, mais aussi la FAO, qui a été associée au processus dès le départ. Donc, il y a eu l'élaboration d'un cadre d'analyse des systèmes alimentaires que je vais vous présenter par la suite. Ce cadre a été testé sur 8 pays. Alors, il a été testé de manière un peu, disons, précaire, dans le sens où c'était pendant la pandémie, donc avec très peu de possibilités de déplacement. Et moi-même, j'ai été en charge de coordonner, disons, la mise en place de ce diagnostic dans le cadre du Népal. Ensuite, en vue du sommet d'alimentation, je crois, de 2022, si je ne dis pas de bêtises, la FAO a développé de manière accélérée des études sur 50 pays. Donc là aussi, je vous ai mis le lien, on fera circuler, et vous avez, de cette façon-là, vous avez un ensemble de diagnostics du système alimentaire qui sont compilés sur la page du site du projet, de la méthode. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé, l'Algérie n'a pas été traitée dans le cadre de ce projet. Donc, s'il y avait eu un travail fait sur l'Algérie, j'aurais préféré prendre celui-ci pour vous expliquer la logique. Et j'ai préféré garder, je ferai quelques démonstrations sur le cas du Népal pour vous expliquer plutôt la démarche. Mais bon, si le Népal, c'est autant, disons, exotique pour vous que pour moi. Et donc, en fait, mais c'est quand même, je pense, un outil qui peut être intéressant. Voilà. Donc en fait, le processus de ces diagnostics sont relativement simples, disons, mais on demande pas mal d'énergie, surtout quand on fait les choses à distance, par des réunions sur Zoom, mais c'est pas très facile de construire un partenariat. En fait, il y a une équipe d'experts qui est constituée. On était 6 experts, il y avait moi-même, 3 collègues du Népal et une personne de l'Union européenne et une personne de la FAO qui étions dans une cellule de diagnostic où on va commencer bien sûr par faire tout un recensement des informations disponibles et une des volontés aussi qu'on avait, c'était quand même dans quelque chose là aussi de quantitatif dans la mesure du possible. Donc on a fait un travail d'utilisation de tout ce qu'il y avait comme documentation statistique. Et là, forcément, on est soumis à un écueil qui est celui de la disponibilité de l'information sur la répartition démographique, sur les produits. On va
voir différents travaux qu'on a utilisés. Alors, on a la chance qu'il y a quand même beaucoup de bases de données opérationnelles maintenant qui apportent disons, des données qui ont été retraitées et qui sont homogénéisées et qui permettent donc de rapidement collecter un certain nombre d'indicateurs pour caractériser les systèmes alimentaires. Et c'est vrai que dans certaines situations, on est confronté aussi à l'absence de données, disons plus ou moins, quand elles sont disponibles, on sait qu'il y a un problème de fiabilité, mais ce n'est pas uniquement le seul problème. Et des fois, donc, on a cette question-là. Et puis ensuite, on a fait un processus d'itération, de consultation, avec des ateliers, avec des acteurs. Alors les acteurs, c'était des responsables des administrations, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Économie, ministère du Commerce, certains organismes, disons, publics qui sont chargés. Des fois, il y a des pays dans lesquels vous avez des offices, des administrations chargées directement de la sécurité alimentaire, les enjeux sanitaires, parce qu'il y a une partie de l'OCI qui porte aussi sur les enjeux sanitaires. Et puis des acteurs des systèmes alimentaires. Ça pouvait être les organisations de producteurs, les organisations de consommateurs, qui sont souvent pas beaucoup dans le paysage, mais qui peuvent être très importantes en termes de connaissances et disons, de contribution à ce type de réflexion, et puis des entrepreneurs de l'agroalimentaire, etc., qui étaient dans ces ça. Donc on a fait un premier travail de recensement de l'information, une première analyse, une première discussion sur le cadre que je vais présenter juste après, méthodologique et d'organisation d'analyse des systèmes alimentaires, et ensuite un travail, non pas de scénario, mais plutôt d'identification, je dirais, des dynamiques qui sont importantes sur les différentes dimensions du système alimentaire, pour arriver vers des documents qui servent de documents de référence communs à l'ensemble de ces acteurs. Donc le cadre qui est ici, c'est un cadre assez classique, mais bon, qui est assez complet. Et donc on a ici un ensemble on appelle ça des variables motrices, et c'est surtout des variables qui sont déterminantes du fonctionnement du système alimentaire. Alors donc on a les enjeux physiques et environnementaux, les enjeux territoriaux, c'était l'originalité de cette approche d'emblée prendre l'enjeu territorial, donc toute la structuration de l'espace comme un élément déterminant du fonctionnement des systèmes alimentaires, tout ce qui a lieu autour des enjeux technologiques et infrastructures, la disponibilité de variétés, l'évolution des systèmes de culture, des systèmes de transformation aussi, les enjeux bien sûr de politique et de gouvernance qui sont au cœur des systèmes alimentaires, quelles sont les différentes institutions qui peuvent toujours réguler, qui parfois ne régulent pas mais qui sont censées réguler, tout ça fait partie de la partie gouvernance. Les enjeux des moteurs socio-économiques, bien sûr, toutes les questions du rôle de l'agriculture dans l'économie, de l'alimentation, de la création de valeur, des échanges, etc. Et bien sûr, le moteur démographique, qui est bien sûr un paramètre fondamental de l'analyse alimentaire, avec à la fois les questions de demande, de répartition de la population, dans lequel on appelle le Népal, des enjeux migratoires qui sont très importants. Ensuite, on avait ici le cœur ce qu'on appelle le cœur du système, qui sont donc en fait, pour faire simple, une combinaison de chaînes de valeur, qui sont moins alimentaires. Donc là, on est sur des flux physiques, des acteurs qui ont différentes fonctions, depuis la production jusqu'à la consommation. Et à partir de la combinaison, de la caractérisation de ces systèmes-là, on va avoir un certain nombre de sorties en termes d'impact, qu'on appelle des impacts, que l'on va essayer de mettre en exergue sur des questions environnementales, des questions territoriales, avec des impacts socio-économiques et des questions sur la sécurité alimentaire et sanitaire. Et avec des boucles de rétroaction. À savoir que des fois, des impacts environnementaux, par exemple sur l'eau, classique, vont avoir des enjeux très importants sur les techniques, ou inversement, la technique peut permettre éventuellement de répondre à des enjeux environnementaux et donc contrebalancer, disons, des contraintes qui seraient générées par des enjeux de sécheresse ou d'autres enjeux de maladies, etc. Donc voilà un petit peu le cadre qui avait été construit. À partir de ce cadre, on a donc fait disons, une caractérisation des systèmes alimentaires dans toutes ces dimensions-là. Et puis ensuite, on a commencé à réfléchir sur des impacts. Donc là, ici, c'est simplement des outils qu'on a construits
distance, donc c'était pas simple, ça fait plusieurs heures autour d'un papier dans une salle. Bon. Et on a commencé à construire des outils dans lesquels on a commencé par exemple à voir que l'on avait des impacts sur la gouvernance, sur des questions par exemple de répartition foncière ou de structure foncière, qui pouvaient avoir des enjeux sur l'utilisation des ressources. Le fait qu'il n'y ait pas peut-être une possibilité d'avoir des stratégies collectives autour de la contrainte donc de dépasse des montagneux, comme vous le connaissez, avec beaucoup de contraintes liées à, disons, des dynamiques d'évolution des flancs et des gros tremblements de terre, des glissements de terrain, etc. Toutes choses qui sont toujours plus difficiles à gérer lorsqu'on est dans des modes de gouvernance qui nous permettent, par exemple, beaucoup de producteurs absentéistes, parce que c'est un peu de forte émigration. Le chiffre, enfin, pour moi, c'est de 21% de la population qui émigre soit vers l'Inde, soit vers les pays du Golfe, pour trouver du travail. Et donc, cet impact a un effet direct sur l'utilisation des terres, qui ne sont pas forcément toutes utilisées, et donc des effets de dégradation et de non-gestion, par exemple. Donc, on a ici, sur la gouvernance, on avait des enjeux autour de la mise en œuvre des décisions publiques, qui sont forcément toujours très contraintes pour ceux qui sont dans l'environnement. Des questions aussi d'orientation des services de vulgarisation, qui ne répondaient pas forcément aux contraintes des acteurs en termes de nécessité d'appui technique. On avait ici, au niveau de l'économie, forcément un petit pays qui a coincé entre la Chine et l'Inde, donc qui forcément dans sa dynamique économique est fortement contraint par la dynamique indienne et chinoise. Donc forcément, disons, les capacités, je dirais, de mise en place de mesures de politique économique qui sont très très limitées. Et donc, parce que la peine en termes et l'offre, par exemple, de céréales indiennes, vient directement contrecarrer les possibilités d'endogéniser, de redévelopper ou de retéléviser une partie de l'offre locale. Donc on a aussi un pays extrêmement segmenté géographiquement, des grandes vallées séparées, donc la partie nord, le long de la frontière chinoise, avec toute la chaîne de l'Himalaya, plus une partie sud qui demande, on va voir sur les cartes à la fin. J'ai mis des cartes parce que je pensais que c'était quelque chose qui était par langage commun. Et donc on avait ce genre de questions aussi. Et puis ici, tout l'enjeu autour de la démographie sur la question de la migration. La migration est vraiment un enjeu, à mon avis, qui était peu étudié dans les systèmes alimentaires il y a une vingtaine d'années, ou au début, disons, jusque dans les années 2008. Et je pense que de plus en plus, on s'aperçoit que ce soit pour comprendre la stratégie des ménages, mais pour comprendre aussi les processus de transformation, de mutation, ce sont des enjeux très très importants. On a des collègues qui travaillent sur ces questions-là, en particulier en Afrique australe, on a plusieurs collègues qui ont travaillé sur ces questions-là, comment les migrations impactent sur les structures agraires, mais aussi sur la demande. J'ai une collègue aussi qui travaille en Amérique centrale et aux Antilles sur ces questions, migration et transformation des systèmes alimentaires. Parce que la migration va être un des vecteurs du changement des régimes alimentaires qui est très clair. Si on regarde l'histoire de l'Europe avec, par exemple, si on prend par exemple en France, on a vu à la fin, disons, avec l'arrivée massive de populations asiatiques, le développement de la restauration asiatique, on est passé maintenant à la restauration de sushi. Enfin, on voit vraiment des vagues comme ça de transformation de la demande et d'initiation d'exposition de nouveaux styles alimentaires qui font partie de cette processus de globalisation. Et la migration est quand même un de ces vecteurs-là qui permet de développer une demande qui sont voilà, donc là on avait dit sur la partie économique, donc on avait ici une variable d'impact qui était le fait qu'on était sur des revenus agricoles relativement faibles, donc avec peu de capacité d'investissement pour répondre à notre contrainte alimentaire. Et ici, un enjeu lié aussi à des processus de mutation des styles alimentaires où on était sur plutôt une extraversion disons, du régime alimentaire avec des habitudes prises par les militaires lorsqu'ils vont travailler dans les pays étrangers de manger différemment et que lorsqu'ils reviennent parce que c'est des cycles de 15-20 ans, les gens ne partent pas définitivement, c'est pas la migration effective, mais c'est la migration plutôt temporaire. Enfin, 10 ans, travailler sur un chantier, je ne sais pas,
ça a des répercussions sur la demande en produits alimentaires locaux, parce qu'on a une extraction de plus en plus forte au niveau de régime alimentaire. On avait fait ça sur plusieurs thématiques, hein, vous avez vu toutes les thématiques, je finirai par le territoire parce que je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus, mais disons que là on était sur des efforts environnementaux, donc on avait des enjeux de qualité naturelle, mais ici les discours terrain qui sont vraiment un enjeu hyper important parce que toute la tradition de l'agriculture de montagne collinée, en fait, c'est de fixer le sol, c'est des travaux de terrassage qui sont considérables, mais qui ont une logique d'investissement sur du long terme. Hein, si j'entretiens une terrasse, c'est parce que j'ai un enjeu de maintenir ce capital. Or, on voit bien que la croissance démographique et l'histoire des départs récents font que cette vision de long terme qu'avaient les populations rurales il y a encore une trentaine, une quarantaine d'années, c'est de plus en plus effrité. Donc, les incitations à gérer ce type de contraintes environnementales sont de moins en moins fortes. Donc, on a cette espèce de relation que l'on a mis. Il y avait aussi tout l'enjeu de l'écobuage et de l'utilisation des feux de forêt, c'est des questions qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits du monde, avec les effets que ça a, avec les relations entre l'élevage et l'agriculture, etc. Et puis sur les enjeux aussi liés à des formes de vitesse de biodiversité, parce qu'on a aussi, dans les parties les plus, disons, potentiel agricole les plus élevées de la monoculture de riz, le riz reste quand même la variable, disons, structurante des régimes alimentaires, avec un effet de spécialisation à la fois dans la production, mais aussi dans les régimes alimentaires. Si on regarde les régimes alimentaires en Asie, on a beaucoup travaillé dans ces régions-là, mais c'est vrai que la révolution verte, ce n'est pas simplement le fait d'avoir la viticulture intensive qui a pu se développer, mais c'est aussi une recomposition du régime alimentaire avec par croissance du riz, alors que initialement, il y a 40 ou 50 ans, dans beaucoup de pays asiatiques, le riz était aussi important. Donc ça, c'est ce type de... Donc on l'a fait sur plusieurs graphiques de ce type-là, et donc ça, c'est des graphiques qu'on a construits à titre d'acteur en discutant, et on a validé ces relations-là, ce qui nous a fait un schéma, après, qui nous a permis de sortir un certain nombre de théories. Je voulais juste finir, parce que je ne veux pas être trop long, sur la territorialisation, qui était un enjeu important dans l'analyse. On a essayé de comprendre, parce que très souvent, quand on gère ce type de diagnostic, on est plutôt à des échelles, je dirais, ou très localisées, où on rentre par l'économie des ménages et les questions, disons, du régime alimentaire, etc. Et là, on a voulu montrer aussi comment il y avait une nécessité d'avoir une perception spatialisée des systèmes alimentaires. Et donc, pour ce faire, on a fait ça à partir des données disponibles. On a vu une première cartographie qu'on a faite ici sur un système d'index combiné, alors un index sur des zones agroécologiques qui avait été déjà défini par la recherche des palettes, avec des indexes d'aridité qui nous semblent être aussi la contrainte à l'accès à l'eau qui est déterminante sur les trajectoires des systèmes de production. Donc les productions, donc ici dans le sud, on a essentiellement ici l'avant, là aussi plus vert, naturellement c'est les zones les plus fertiles. On est encore là au début de l'Inde, et on a des zones où on a une agriculture très productive, très intensive. Et puis des questions aussi de sécurité alimentaire. Donc ça nous a permis de structurer ici, je n'ai pas mis dans le détail tous les systèmes, on a identifié 7 zones avec des degrés disons, de risque plus ou moins forts, avec ici des zones globalement vers l'ouest, nord-ouest. Ici c'est des zones les plus en situation d'insécurité alimentaire, avec, on va voir, donc ici l'armature globale derrière, qui est un enjeu important parce qu'on va avoir un rééquilibrage interne dans le pays, on va voir tout de suite après, et donc c'est ici aussi que va se jouer les processus de création de nouvelles demandes avec, on voit bien, une urbanisation qui en fait, là vous avez la chaîne du Himalaya, vous avez une deuxième série de montagnes un peu hautes avec des grandes vallées parallèles, et c'est vraiment sur la bande sud du pays que va se concentrer l'organisation avec le capital ici. Donc, et une fois qu'on a superposé ça avec des flux, donc ici on a des flux de produits alimentaires avec deux grands flux importants dans les ouvrages du système alimentaire, à savoir les zones ici de production de riz et intensif qui vont aller vers l'ouest avec les entrées ici pour en faible quantité, parce qu'on avait construit des balances alimentaires par région, on peut voir après. Disons qu'avec de très faibles
sur laquelle les Népalais n'ont aucun pouvoir. Et l'Inde a une politique agricole et alimentaire très affirmée avec des processus d'embargo, de blocage. Elle a sa propre stratégie de sécurité alimentaire. Et c'est un peu comme un éléphant dans un cadre de porcelaine, comme on dit. Elle peut avoir des petites décisions en Inde, peut avoir des effets très importants sur le système alimentaire népalais. Et le dernier niveau qu'on a vu dans les flux, c'était le flux des ménages, en fait, des chefs de ménage, des acteurs, avec des migrations vers l'Inde qui sont les plus importantes. Beaucoup de gens vont travailler en Inde, et là, on n'est pas du tout dans les logiques. On a soit des migrations de longue distance vers les pays de l'Oeuf, où là, les gens partent pour 2, 3, 4 ans, 5 ans, donc avec des effets assez déstructurants sur les ménages, parce que bon, même si c'est souvent des hommes qui migrent, pas seulement dans le cas du Népal, c'est plutôt des hommes qui migrent à longue distance, donc sur des travaux, des chambres, d'entretien des terrasses, etc. On a quand même un enjeu important de transformation de l'organisation des ménages, et puis beaucoup de migration de moins longue période, de quelques mois sur l'Inde, où des Népalais vont aller travailler essentiellement, mais pas seulement, sur l'agriculture ou les travaux sur la construction du bâtiment. Donc là, on a différents systèmes. On voit bien que forcément, pour comprendre l'équilibrage et le fonctionnement du système alimentaire dans une zone comme le nord-ouest du Népal, c'est vraiment en combinant ces différentes dimensions qu'on arrive à voir les statuts et les différenciations des systèmes alimentaires au sein de notre pays. Voilà, je voulais finir avec ça. Je vais pas prendre le temps d'essayer instruments. Encore une fois, on redistribuera le PowerPoint et il y aura le lien. Mais je vous invite à aller voir, bon, il y a des documents idéologiques, surtout celui-ci qui je trouve est très intéressant, qui recense aussi des sources de données internationales qui peuvent être utilisées rapidement pour faire ce type de diagnostic. L'enjeu étant après, c'est tout un travail qui est en train d'être développé maintenant, d'avoir quelque chose de plus fin au niveau à la fois du processus d'analyse. Il y a un nouveau projet qui s'est monté à la suite de celui-ci. Il y a 4 unités de moins, je crois, sur lesquelles on va avoir un travail vraiment de co-construction de l'analyse avec les acteurs du système alimentaire. Je vous remercie. Oui, on passe aux questions-réponses et puis sur la direction de Mme Garola. Donc, si vous avez des questions.